Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jeanne. On y va ? Ouais. Aujourd'hui, on va parler du métier de facilitateur. Vous travaillez tous les deux au laboratoire d'innovation de Pôle emploi. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites ? Je m'appelle Emmanuelle et je travaille en tant que facilitatrice au lab de Pôle emploi depuis septembre 2014. Et je suis Sébastien et je travaille au lab de Pôle emploi aussi depuis septembre 2014 en tant que facilitateur. Super. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est être facilitateur ? Tout d'abord, on essaye au lab de mettre l'intelligence collective au service de la résolution de problématiques complexes. Et pour ça, on travaille avec des groupes. Voilà. Qu'on essaye de guider justement dans la compréhension de cette problématique et les aider à s'organiser pour essayer d'y répondre. Pour vous, c'est quoi un bon facilitateur ? Qu'est-ce que ce seraient les 3 qualités ou les compétences principales pour faire ce métier ? Les qualités, de mon point de vue, avant tout, sont humaines. Il faut vraiment faire preuve d'écoute. Il faut adopter une posture de retrait. Le facilitateur est là pour mettre en avant les productions des participants et pas se mettre en avant lui-même. Il est au service des participants et de la production et de l'objectif de la session. Et également, il fait preuve de bienveillance. Mais quand je dis bienveillance, c'est pour de vrai, parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé. Donc nous, on accueille les participants en essayant de ne pas projeter sur eux nos représentations. On accueille tout le monde de la même manière, en fait. Et en termes de compétences, il y a une compétence qui est assez importante, c'est on va dire l'adaptation. L'idée, c'est de s'adapter d'un sujet à un autre, d'un groupe à un autre, d'une personnalité à une autre. Donc il faut vraiment s'adapter, passer d'un sujet plus techno à un sujet plus RH, par exemple. On a un autre élément qui peut s'en rapprocher, qui est aussi l'agilité intellectuelle. Et le dernier élément, en fait, c'est vraiment être capacité, en tout cas, d'expérimentation constante. L'idée, c'est de tester des nouvelles choses sans arrêt pour éviter de tomber dans une routine. Chaque session, chaque moment, essayer d'apporter quelque chose de nouveau, à la fois pour le groupe, parce que ça le rend plus créatif, mais aussi pour nous, parce que ça nous rendra plus créatifs et plus agiles. Selon vous, qui peut devenir facilitateur ? Il faut déjà avoir vraiment envie, la motivation est très importante. Il faut aussi avoir un peu le goût du risque, il faut aimer tester des nouvelles choses, comme le disait Sébastien. J'ai le sentiment en tout cas que si on n'apprécie pas l'autre dans sa globalité, ça sert à rien. Il y a cette posture d'ego, comme parlait Emmanuel tout à l'heure aussi, c'est vraiment essayer de savoir s'effacer d'une certaine manière, mettre son ego de côté par moment, même si des fois ça peut être compliqué. C'est vraiment être quelqu'un de extrêmement empathique aussi. Ressentir l'autre, mais ressentir l'autre à travers tous les sens, les yeux, les oreilles, l'odorat. Comment est-ce qu'on devient facilitateur alors ? On a suivi un diplôme universitaire qui s'appelle le diplôme de co-design, qui est avec Paris Descartes et en partenariat avec le CRI et Co-Design It. Donc c'est une formation expérimentale qui nous a bien aidés pour approcher notre métier. Et après, ce qui compte aussi, c'est la pratique, la mise en pratique, du coup très rapide de ce qu'on apprend. On a été coaché par quelqu'un qui fait justement de la facilitation et du co-design. Et vraiment l'accompagnement était sur la globalité, parce que la facilitation et le lab aussi, notamment ici, c'est à la fois une posture de la part du facilitateur, mais c'est aussi le lieu, comment l'aménager, comment faire en sorte qu'il soit le plus accueillant possible et qu'il soit le plus... qui rend les individus le plus créatifs. Est-ce que vous pouvez nous raconter une session de créativité qui vous a marqué ? Une de celles qui m'a le plus marqué, c'était une session qu'on a fait pour l'éducation nationale. On avait une problématique à résoudre qui était comment on peut faciliter cette transition entre le lycée, le collège, l'école dans sa globalité et la vie active, et éviter de passer par la case Pôle emploi en tout cas. Donc essayer d'outiller ces jeunes de la meilleure manière possible. Et les participants de cette session, il y avait des personnes de l'éducation nationale qui y travaillaient, il y avait des agents de Pôle emploi, et on a eu aussi des collégiens, des lycéens, et ça a été d'une créativité folle. On avait beaucoup d'angoisse au début, parce qu'on se disait comment un collégien va parler avec quelqu'un. Je pense qu'on s'était mis beaucoup de craintes. On s'est dit, ils vont être tout le temps sur leur smartphone, ils ne vont pas nous écouter, et tout ça. Et ce n'était pas vrai du tout. Et en termes de productivité, ils étaient moteurs. En fait, il y a vraiment une alchimie qui s'est créée entre le groupe. C'était assez exceptionnel. Et on a abouti sur un résultat vraiment concret, sur la création d'une plateforme tripartite. Et aujourd'hui, cette plateforme va être construite par des étudiants et mise en test dans la région de France. Donc on est particulièrement contents de cette session. Ouais. À quoi reconnaît-on une séance de créativité qui a bien marché ? Il y a bien sûr les produits de sortie, c'est-à-dire la qualité des livrables, mais il y a aussi l'expérience humaine que les participants
ont vécu. Et plus les gens se sentent bien, et plus ils sont créatifs, et plus ils inventent des solutions vraiment qui nous épatent. En général, on reconnaît une session qui s'est vraiment bien passée quand nous, on est vraiment très fiers de la production des participants, parce qu'ils se sont vraiment dépassés en fait. Oui. Du coup, au démarrage, ils arrivent, souvent ça dure 2 jours. 2 jours, ils ne se connaissent pas. Hein. Au lab de Pôle emploi, on a pour principe d'associer toutes les parties prenantes. Donc par exemple, bien sûr, les chercheurs d'emploi, les recruteurs, les collaborateurs, mais aussi les entreprises. Et c'est des gens, quand ils arrivent, ils ne se connaissent pas du tout. Et du coup, au bout de 2 jours, ils ont construit quelque chose ensemble. Ils l'ont vraiment co-construit. Et du coup, c'est vraiment toujours très beau à voir. Et en plus, le résultat est très concret. Voilà. Et les sponsors, enfin les commanditaires du projet sont aussi ravis, à la fois à travers cette dimension humaine, mais aussi cette dimension de production. L'idée, de toute façon, nous, on commence à s'assurer d'une certaine manière qu'une session soit réussie. On fait un petit débrief à la fin de la session, donc avec le commanditaire du projet, et on essaye de revoir avec lui tous les objectifs qu'il nous avait fixés et voir s'ils ont été atteints. Et on fait ensuite un débrief 1 mois après, une fois que du coup tout est retombé, pour voir où ça en est et quelles suites sont données au projet ou aux productions. Et si ça tourne mal ou que ça ne se passe pas comme prévu, comment on fait? On s'adapte. Effectivement, il faut savoir accepter un peu des fois l'inattendu. Et il y a des choses qui peuvent émerger en session qu'on n'avait pas anticipées. Et il faut être capable de les capter et de les transformer. Ce qui pourrait mal se passer, on pourrait avoir le commanditaire qui pourrait ne pas être satisfait en plein milieu d'une session. On pourrait avoir des participants qui ne s'entendent pas, par exemple. Il pourrait y avoir des points de tension assez forts. Enfin, je pense que tout est imaginable. Et justement, on a un petit jeu entre nous avant une session qui semble toujours plus ou moins délicat. C'est d'anticiper tous les problèmes. On les liste tous, même les plus fous. Par exemple, une invasion des Martiens, on va le noter. Ça, c'est ton problème. L'idée, c'est de se dire, voilà, on prend en compte nous-mêmes, on essaie de se faciliter nous-mêmes, on prend en compte nous-mêmes nos craintes et on essaie d'apporter des éléments de réponse pour être plus réactif. Et c'est vrai qu'une des grandes qualités du facilitateur, c'est de savoir aussi voir les choses qui émergent et du coup les accepter et les prendre en compte. Et il faut savoir, dans certains cas, changer d'objectif ou le dévier un petit peu pour avoir un meilleur résultat. Il faut s'adapter aussi aux participants, ce qui est normal. Et qu'est-ce qui marche selon vous à tous les coups? À partir du moment où un participant arrive et se sent vraiment bien accueilli, c'est lui qu'on va accueillir à travers le regard, le sourire, la posture qu'on peut avoir, c'est déjà une bonne base, je pense. Ce qui marche forcément à tous les coups, c'est quand on fait quelque chose de transparent et de vrai et qu'on attend vraiment une production des participants et que du coup, on est sincère. Et en général, cette sincérité, ils la sentent et ils ont envie de s'engager. Parce que l'avantage des sessions collaboratives, c'est que ça permet de créer de l'engagement. Et c'est très fort et c'est ce qui permet d'atteindre les objectifs. Et surtout, ils se rendent compte qu'on prend en compte leurs idées. Ça marche à tous les coups. Ok, un bon facilitateur, c'est un facilitateur heureux. Tout à fait. Pour résumer. Merci Sébastien, merci Emmanuel. Merci Jeanne.